Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. L'Afrique face aux mutations géostratégiques. Voilà l'orientation des réflexions sur le Forum international de leadership et de prospective. Des experts, dirigeants et cadres politiques réunis à Abidjan. Ils vont débattre des sujets sur le développement et le rayonnement de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a vu la participation de plusieurs personnalités. Les étudiants à l'université comme dans les grandes écoles reprennent ensemble le chemin des amphithéâtres et autres salles de cours. La rentrée universitaire est lancée ce lundi 3 octobre comme prévu. Depuis Yamoussoukro, le ministre de l'Enseignement supérieur tient à dérouler toutes les réformes du secteur pour épouser les enjeux actuels de la formation. Il y a une embellie sur le marché, c'est ce qui ressort de la visite du secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. Cela s'explique par une meilleure disponibilité des produits sur les lieux de vente. La visite a permis de s'imprégner de la réalité et des prix pratiqués par les commerçants. Et puis le prix Nobel de médecine 2022 attribué ce lundi au biologiste suédois Svante Pääbo. La distinction récompense ses travaux sur les génomes des hominidés, c'est-à-dire les membres de la lignée humaine et son évolution. Le Premier ministre Patrick Hachi a accordé ce lundi une audience à la vice-administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international et les chargée des politiques et des programmes. Elle affirme que les États-Unis entendent renforcer leur partenariat avec la Côte d'Ivoire dans les domaines de la santé, de la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la bonne gouvernance. Alexis Ouedraogo. L'USAID, c'est l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ce lundi, à la primature, Isobel Coleman, vice-administratrice de l'agence chargée des politiques et des programmes, a été reçue en audience par le chef du gouvernement. Les États-Unis entendent renforcer leur partenariat avec le pays dans plusieurs domaines, dont la santé, la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la bonne gouvernance. Nous venons d'avoir une discussion très riche concernant le partenariat bilatéral très robuste entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de nos efforts pour renforcer la croissance économique, y compris dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. De l'importance de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, de la démocratisation, des élections municipales et régionales qui doivent avoir lieu l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment un indicateur très fort que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie de la démocratisation. Nous avons parlé de la menace croissante du terrorisme et de l'importance d'investir davantage dans la croissance économique à travers le pays. Nous avons vraiment réaffirmé, confirmé que nous partageons les mêmes valeurs. Fondée en 1961, l'USAID a pour mission d'aider à réduire la pauvreté, à promouvoir la démocratie, à consolider les croissances économiques, à soulager les victimes des catastrophes naturelles et à prévenir les conflits. Et c'est ouvert ce lundi à Abidjan, le Forum international de leadership et de prospective. C'est une rencontre d'échange qui réunit des experts, dirigeants, ministres et cadres politiques pour débattre des sujets de développement du continent. Il est prévu plusieurs panels pour penser l'Afrique face aux mutations géostratégiques. L'ancien président Goodluck Jonathan, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et plusieurs autres personnalités ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Et les étudiants à l'université comme dans les grandes écoles reprennent ensemble le chemin des amphithéâtres et autres salles de cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur était à Yamoussoukro pour le lancement de la rentrée universitaire unique 2022-2023. Adama Diawara veut reformer ce secteur pour qu'il réponde au mieux aux enjeux de développement. Le reportage de Kader Sogodogo. Amphithéâtre Ange-François Barry Battesti de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et l'ensemble de la communauté universitaire exécutent l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la cérémonie solennelle de la rentrée universitaire unique 2022-2023. Un thème révélateur. Un enseignement supérieur réformé au service d'une Côte d'Ivoire émergente et solidaire. Dr Kader Moussa Diaby, au nom des gestionnaires des universités et grandes écoles, relève les efforts consentis au quotidien
pour le rayonnement de la sphère académique. Cette rentrée solennelle dont le thème « Un enseignement supérieur réformé pour une Côte d'Ivoire émergente et solidaire » est inspirant et évocateur de grands espoirs pour les dirigeants d'établissements supérieurs que nous sommes. Car, Monsieur le ministre, nous sommes témoins des nombreuses réformes qualitatives que vous avez entreprises à la tête de votre département ministériel. La leçon inaugurale a été l'affaire du professeur Ouraga Obou. Son intervention portait sur la contribution de l'enseignement supérieur à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente et solidaire. La Côte d'Ivoire a décidé de faire un rêve, de rêver. Elle se donne une vision. Et une vision sans action est une illusion. Et l'enseignement supérieur s'inscrit en tant qu'un bras de levier de la Côte d'Ivoire dans cette vision. Le discours de rentrée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, retrace la vision 2022-2023. L'augmentation très importante au cours de ces dernières années du nombre de néo-bacheliers en capacité de s'inscrire dans nos institutions publiques et privées d'enseignement supérieur a été le révélateur d'un système qui a besoin de réformes structurelles pour répondre aux enjeux et aux réalités d'aujourd'hui. Notre sous-secteur doit être refondé. Nous nous y attelons. C'est un chantier immense. Cela demandera une concertation permanente avec tous les acteurs. Il faudra intégrer et définir une stratégie à long terme et savoir quel modèle d'enseignement supérieur et de recherche scientifique nous souhaitons mettre en œuvre en cohérence avec les orientations qui figurent dans le nouveau projet de loi. Il faudra être ambitieux dans l'intérêt de notre jeunesse, de notre pays. Je déclare lancer l'année académique 2022-2023. Pour cette rentrée académique, ils seront 273 866 étudiants à reprendre le chemin des amphis. Ils sont répartis dans 8 universités publiques, 127 universités privées et 444 grandes écoles privées, soit 579 structures d'accueil. Et évidemment, l'université de San Pedro est concernée par cette rentrée unique. Elle a ouvert ses portes depuis le 18 octobre 2021. Elle se veut thématique car elle propose des filières de formation en lien avec les potentialités économiques de cette région balnéaire, notamment en sciences de la mer et tourisme. Ses ambitions très tôt fixées, former des cadres compétents dans divers domaines d'activité. Vous allez le voir, c'est une vision partagée par les formateurs et les étudiants. Le reportage de Mahama Traoré. Vue de loin, elle a tout l'air d'un vaste chantier à ciel ouvert. Pourtant, de plus près, l'université de San Pedro fonctionne déjà. Depuis le 18 octobre 2021, elle a ouvert ses portes. À la différence des autres universités publiques, ici, tous les apprenants sont soumis à la règle du port de l'uniforme. Costume bleu marine obligé pour filles et garçons, ce temple du savoir affiche ainsi ses ambitions. La mission fondamentale, c'est de faire de l'université de San Pedro un fleuron parmi les universités ivoiriennes. Et pour y arriver, il faut que ce soit une université d'excellence. De là, les étudiants que nous avons reçus, qui sont parmi les meilleurs, on va vers une polytechnique. Donc, qui dit polytechnique dit au moins le respect d'un certain nombre d'éléments. Le port de la tenue. Pour le respect de cette règle, le premier responsable des lieux veille au grain en sillonnant l'enceinte de l'université pour sensibiliser les étudiants à embrasser cette dynamique d'excellence. Ils sont au nombre de 380 pour cette première année académique, correspondant à la première phase de construction de l'université de San Pedro. Sur les 4 UFR attendus, 3 sont déjà opérationnels, à savoir la filière sciences de la mer, la filière agriculture, ressources halieutiques et agro-industrie et la filière logistique, tourisme, hôtellerie et restauration. À court terme, une faculté dédiée aux sciences de la santé verra le jour. Rien d'un hasard, car l'université de San Pedro est voisine au tout nouveau centre hospitalier régional de la ville et propose des formations en adéquation avec les potentialités économiques de cette cité balnéaire. L'édifice abrite également une classe préparatoire dans l'optique de l'ouverture de 2 écoles d'ingénieurs, l'une en construction navale et l'autre en bâtiments et travaux publics. Je suis persuadé qu'on en fera de bons ingénieurs demain. Pour ceux qui vont vouloir continuer en cycle ingénieur, soit
à San Pedro ici, soit dans d'autres écoles d'ingénieurs, notamment l'INPHB, et pourquoi pas à l'extérieur, tel qu'en France, au Maroc et autres. Le reste, ceux qui éventuellement n'auraient plus envie de continuer en cycle ingénieur, ils vont réintégrer le système par la licence 3 et continuer et nous donner, pourquoi pas demain, de bons enseignants du supérieur et de bons chercheurs. Dans un cadre quasi neuf et moins bondé pour l'instant, la première promotion de l'Université de San Pedro profite pour apprendre sereinement. Nous voici à un cours d'archéologie destiné aux étudiants de l'UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie et Restauration. Comme nouveaux bacheliers, beaucoup d'entre eux n'ont pas hésité à choisir cette filière, conscients des opportunités qu'elle leur offre sur le marché du travail. L'activité touristique dans le monde est en plein essor. Je rêve, mais réellement, c'est de pouvoir participer à des projets d'envergure internationale sur le plan touristique et d'apporter ma connaissance, ce que j'aurais appris à l'Université de San Pedro, à mon pays. J'aimerais devenir patron de mon propre hôtel parce que, étant un patron, je pourrais mieux favoriser le tourisme, le développement et participer au rayonnement de ce secteur. Aux heures de pause, les pensionnaires peuvent se rendre au restaurant de l'université. Muni d'un ticket modérateur de 200 francs CFA, chaque étudiant a droit à un repas. Des repas confectionnés dans une cuisine équipée où s'attelle à longueur de journée une équipe dévouée. Vous avez fini de couper les oignons là. Ça c'est pour demain. Ils sortent à 11h30, donc il faut qu'on puisse les servir avant de servir ceux qui viennent à midi. Donc on insiste sur la propriété, la qualité du repas et puis être à l'heure quoi. Une fois les cours terminés, il faut regagner les dortoirs. La cité universitaire encore en construction, c'est au lycée professionnel de San Pedro que sont hébergés les étudiants. Pour la plupart, ils viennent d'Abidjan et des autres villes de l'intérieur du pays. Je n'ai pas de tuteur ici, c'est pourquoi je suis venue ici. L'université nous a offert des faveurs pour qu'on puisse loger ici. Les conditions sont agréables. C'est vrai que nous sommes un peu éloignés de la ville. Nous sommes un peu restreints, mais c'est bon. Le cadre est bon pour étudier. On arrive à tout faire normalement. Nous sommes bien nourris. On a tout. Ici, le maître mot, c'est la concentration. Seul ou en groupe, une conscience studieuse habite chacun des apprenants. Je trouve que le système il est très bon. On a l'impression même que nous sommes à l'INPHB. On a de très bons professeurs. Vraiment, on ne se plaint pas. On a le Wi-Fi, la climatisation et tout. Les cars même sont à notre disposition. Nous sommes vraiment conscients du poids qui se pose sur nos épaules. Nous sommes la première promotion. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se dit que nous sommes vraiment privilégiés. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir sortir la tête haute demain. La cité universitaire devrait ouvrir dans les prochains mois. Pour cette deuxième année académique, l'Université de San Pedro prévoit d'accueillir 511 nouveaux bacheliers. La capacité d'accueil de cette première phase est estimée à 1500 étudiants. Une autre rentrée, elle concerne les centres de protection de la petite enfance et les centres d'action communautaire pour l'enfance. Le premier jour de classe se déroule plutôt bien. La ministre de la Femme et de la Famille s'est rendue dans un établissement pour s'assurer de l'effectivité des cours. Nassine Batouré rassure surtout l'encadrement sur les moyens à mettre en œuvre pour lever les difficultés. Khalid Dioubondé, Jean-Marc Djadji. Centre de la protection de la petite enfance, les hameaux de la Riviera Palmeraie. Ici, comme dans tous les établissements similaires du pays, c'est le début de l'année préscolaire. Dans cette classe de petite section, pleurs et inquiétudes s'entremêlent chez nos nouveaux pensionnaires, tous âgés de 2 à 3 ans. C'est normal, c'est le premier jour qu'ils découvrent l'environnement. Chaque rentrée, c'est comme ça. Mais après, ça passe. C'est à travers des chants, comptines traditionnelles et animées que Dame Eva aborde ce premier jour de classe avec les tout-petits de la grande section. C'est un peu les chants pour les emmener à être un peu plus gais, à être moins stressés. Dans ces écoles dédiées à la prise en charge de la petite enfance, l'on retrouve aussi bien des enfants dits normaux et ceux atteints d'handicap cérébral. On inclut ces enfants-là pour qu'ils aient de bonnes aptitudes. En temps normal, ce genre d'enfants porteurs d'handicap se retrouvent dans les écoles spécialisées. Mais pour quand même faciliter leur insertion, on les mélange avec les enfants qui n'ont pas de soucis pour qu'ils au moins copient sur ces enfants-là.
Pour marquer agréablement l'entame de l'année scolaire de ces mômes, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, s'invite à leur côté. Je peux compter sur vous? Oui. Vous allez bien travailler? Oui. D'accord, c'est bien. Je suis contente d'être à l'école. Merci Madame la ministre d'être venue. Cette visite est l'occasion pour la ministre de tutelle de s'assurer de la reprise effective des cours et surtout de s'imprégner des besoins à combler. C'était important qu'on soit là et c'est une grande joie. Je voudrais féliciter le directeur. On a trouvé des enfants épanouis. On voit que les parents sont motivés. Il y a beaucoup d'enfants et les besoins de classe se présentent déjà à cette entrée et nous allons vraiment faire le plaidoyer nécessaire auprès du gouvernement, auprès des bailleurs pour avoir beaucoup plus de centres, beaucoup plus de classes. Au cours de l'année scolaire précédente, l'on a enregistré 19 606 élèves inscrits sur l'ensemble des 96 centres de la protection de la petite enfance et 148 centres d'action communautaire pour l'enfance, implantés sur le territoire national. Pour l'année scolaire 2022-2023, les inscriptions se poursuivent. L'école obligatoire pour les enfants, le gouvernement se préoccupe aussi de l'eau potable pour tous. Le ministre Laurent Tchagba lance la semaine nationale de l'eau, un creuset de réflexion et d'action pour élaborer une meilleure politique de valorisation des eaux souterraines. Franck Quadio. L'eau, ressource naturelle menacée par l'action de l'homme, une réalité bien visible à travers les forages clandestins de puits et autres fosses, voire leur paillage. Et les mauvaises habitudes ont la peau dure, en dépit de la sensibilisation. L'orpaillage, c'est une menace qui est grandissante. Et malheureusement, elle se fait avec les orpailleurs, mais en complicité avec nos parents qui leur donnent leurs terres et leurs rivières pour faire l'orpaillage. Donc on peut dire que la sensibilisation, elle continue. Justement, la Semaine nationale de l'eau est une opportunité pour les acteurs d'interpeller. En synergie, les ministères de l'Environnement et de l'assainissement sont réunis autour des acteurs des eaux et forêts. Pour Laurent Tchagba, il est nécessaire d'agir ensemble pour une gestion efficiente des ressources en eau. Nous avons adapté le code de l'eau aux défis des secteurs. Alors, nous devons agir ensemble pour renforcer la gestion des ressources en eau afin d'assurer sa disponibilité. Gestion intégrée des ressources, ce qui revient à communiquer davantage, notamment sur la valorisation des eaux souterraines. Il faut donc prêcher aux populations les bonnes pratiques de gestion en eau afin d'éviter le gaspillage, de la multiplication des initiatives. Pour faire face aux menaces sur les ressources en eau, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la réforme du secteur. Cette réforme s'inscrit dans les agendas internationaux relatifs à l'eau, notamment l'agenda 2030 des objectifs du développement durable. Au niveau national, les actions de l'État visent à faire face aux défis liés à la préservation de cette ressource et à garantir sa disponibilité pour l'ensemble des usagers. Mise en valeur des eaux souterraines, quelle stratégie pour la satisfaction des besoins des usagers? La thématique de la 7e édition des Journées nationales de l'eau, débutée le 3 octobre pour prendre fin le 9 du même mois. Panel, conférences et visites de champs captants constituent le menu. Et l'eau indispensable à la production de vivriers, ce qui permet à un marché approvisionné en produits alimentaires. Il y a justement une meilleure disponibilité des denrées. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère était au marché Gouro d'Adiamé. Elle s'imprègne de la réalité et surtout du respect des prix par les commerçants. Il y a une embellie sur le marché, c'est ce que nous rapporte Michel Mambo. Igname, bananes, piments, aubergines, tomates, les produits phares de la cuisine ivoirienne à profusion sur le marché et à des prix abordables. Contrairement à quelques semaines quand même, je pense qu'il y a une nette amélioration, j'avoue. Le prix de l'aubergine, par exemple, le prix du piment, il est abordable. Voilà, c'est bon. Le vrai piment de fin bon là. Lui, là, le sol, il doit faire 5 000 sur le marché. Avant, c'était 7 000, 8 000. Il doit faire 1 000 francs sur le marché. 1 000 francs. Avant, c'était 2 000. Il y a banane dans le pot, le prix abordable. Pour le photo aussi, c'est abordable. Il y a 500, mais quelqu'un peut payer banane 500 et puis être rassasié. Panier à la main,
La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Rani Didis Bakone, veut en avoir le cœur net. Constat donc sur le terrain. Il était bon qu'on revienne pour faire ce constat d'abondance sur les marchés, de disponibilité des produits et de baisse des produits. Pour féliciter les braves femmes. Parce que quand ça n'allait pas, nous sommes venus les voir pour les sensibiliser, pour les rappeler à l'ordre. Alors aujourd'hui où ça va mieux, il est bon aussi de revenir les voir pour voir comment elles travaillent, comment les choses se sont améliorées pour les consommateurs ivoiriens. Une chose que les gens doivent comprendre, le prix se fait en fonction de l'approvisionnement. S'il y a beaucoup d'approvisionnement sur le marché, les prix vont forcément baisser. Mais s'il n'y en a pas assez, les prix vont légèrement monter. Mais jusqu'à novembre, décembre, les prix ne vont pas vraiment augmenter. Ça va baisser encore davantage. Demeurer en alerte sur les différentes fluctuations des prix sur le marché, une exigence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ainsi appliquée. Le gouvernement est toujours à la tâche. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirassouba, fait de la lutte contre la vie chère un axe central de son ministère. Et donc le marché est suivi de très près. Le panier de la ménagère retrouve des couleurs et du poids. La période est favorable. Avis aux consommateurs. Et dans le reste de l'actualité, le prix Nobel de médecine 2022 a attribué ce lundi au biologiste suédois Svante Pääbo. La distinction récompense ses travaux sur les génomes des hominidés, c'est-à-dire les membres de la lignée humaine et son évolution. Ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques, a salué le jury âgé de 67 ans et installé en Allemagne depuis des décennies. Svante Pääbo a découvert en 2009 qu'un transfert de gènes de l'ordre de 2% avait eu lieu entre ces hominidés aujourd'hui disparus et l'Homo sapiens. Dans l'actualité politique, le secrétaire départemental du RHDP de Diego Nefla rencontre les structures de base du parti. Julien Conon transmet aux militants les consignes de la direction. Il appelle à élargir la carte du rassemblement des oufouettistes dans cette localité. Mahama Traoré. C'est au siège local du parti que Julien Conon a présenté sa lettre d'investiture de secrétaire départemental du RHDP aux militants de Diego Nefla, ce qui fait désormais de lui le premier responsable du parti dans cette commune de la région du Gor. L'occasion est toute trouvée aussi pour évaluer l'implantation du RHDP à Diego Nefla lors d'échanges avec les militants. Dans tous les esprits, la préoccupation est d'assurer la victoire du parti aux futures échéances électorales. C'est les soldats du président Alassane Ouattara. Ils sont prêts à aller au combat pour faire triompher les idéaux de notre parti. Parce que le président nous a dit le RHDP doit gagner les élections 2023. Le RHDP doit gagner les élections 2025. Sans démagogie aucune. C'est le meilleur président d'Afrique. Par ses actions de développement, par sa manière de gouverner. C'est le meilleur président. Vous voyez que toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Par rapport à 2023, nous, population du Diego Nefla, ce qu'on peut dire, c'est de soutenir le président Ouattara en élissant MR, RHDP. Après ce passage en revue des troupes, Julien Conon est allé présenter ses civilités au chef religieux ou coutumier de Diego Nefla. Le nouveau secrétaire départemental du RHDP traduit ainsi en actes la proximité avec les populations, telle que prônée par le président Alassane Ouattara. Un autre parti qui se mobilise, le PDCI-RDA, a tenu son 14e bureau politique à Daoukro. La rencontre prépare le 13e congrès du parti qui se tiendra l'année prochaine. Dans son discours d'orientation, le président du PDCI-RDA a exhorté les responsables à intégrer plus de jeunes et de femmes dans les bureaux. Les participants ont réaffirmé leur volonté de voir le président Bédié candidat unique à ce congrès. Herman Yamien. Le PDCI-RDA prépare minutieusement les échéances électorales à venir. Et le premier pas pour atteindre les objectifs que le parti s'est fixés, c'est cette rencontre des membres du bureau politique. Face aux militants venus de toutes les régions du pays pour ce 14e bureau politique, qui est une rencontre d'échange en vue de préparer le 13e congrès ordinaire du parti, qui se tiendra l'année prochaine, le président du PDCI-RDA a dit tout l'intérêt de cette rencontre. Il est indispensable pour un bureau politique devant convoquer un congrès ordinaire que nous puissions disposer d'un document d'orientation stratégique sur la marche de notre parti.
Le président Henri Konan Bédié a instruit les membres du bureau politique sur la nécessité d'une analyse approfondie des alliances entre le PDCI et les autres partis. Aussi a-t-il réaffirmé sa volonté de transformer et de consolider les structures du PDCI-RDA. Dans cette perspective, il a demandé l'intégration des femmes et des jeunes dans les instances et comités opérationnels du parti, et ce, dès les travaux préparatoires du prochain congrès. Mais mieux, Henri Konan Bédié a exhorté la commission communication à être présent sur les réseaux sociaux afin d'enrôler plus de jeunes. À l'issue de cette rencontre, où il a été décidé d'une autre rencontre qui se tiendra dans le courant du mois de décembre pour définir de façon concrète le programme et les dates du 13e congrès ordinaire du parti, le bureau politique a indiqué qu'il adhère à l'idée de la candidature unique du président Henri Konan Bédié au 13e congrès ordinaire du PDCI-RDA. Le bureau lui a donc demandé d'être candidat à ce congrès où toutes les dispositions seront prises pour son plébiscite. Autre chose dans l'actualité, la RTI et la LONASI signent une convention. La Loterie nationale est le sponsor leader de l'émission de vacances Valétoscope qui vient d'ailleurs de prendre fin. Ce partenariat permet à l'entreprise citoyenne de construire un centre de santé à Mankono. Son groupe Nouvelle Vision du Woroba étant vainqueur de l'édition 2022, il est prévu un investissement de 50 millions de francs CFA. Issa Tionayo. Le groupe Nouvelle Vision du Woroba est le grand vainqueur de l'édition 2022 de l'émission Variétoscope de RTI 1. En guise de récompense, la LONASI, sponsor de l'émission, doit construire un centre de santé à Mankono d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Pour réaliser cet ouvrage, l'entreprise citoyenne et le média de service public ont signé une convention de partenariat. Au nom de l'ensemble de la RTI, du comité de management et de l'équipe de production de Variétoscope, exprimer toute notre gratitude à Monsieur le directeur général pour cette confiance et cet engagement citoyen qui permet non seulement de récompenser une équipe de jeunes qui a su montrer sa créativité et son talent, mais d'offrir, comme la LONASI sait si bien le faire, une œuvre sociale de grande portée à toute une population, ici la population du Woroba. Et je crois que cet engagement de nos deux entreprises montre qu'en interne et avec une volonté partagée, eh bien, nous pouvons créer la synergie pour accompagner le gouvernement dans ses actions sociales au bénéfice des populations. Le directeur général de la LONASI se réjouit de la signature de ce mariage. Il indique que Variétoscope est une émission qui éduque sainement les jeunes pendant les vacances. La cérémonie donc de ce matin témoigne de notre volonté de tenir cette promesse. En tant que président de la Fondation, il me plaît donc d'annoncer que sur proposition du groupe vainqueur de Variétoscope, la Fondation LONASI financera la construction d'un centre de santé. Avec donc ce don, la Fondation LONASI et la RTI donnent une autre dimension à Variétoscope. L'émission préférée, le divertissement de la jeunesse pendant les vacances scolaires, devient ainsi une émission de développement socio-économique. Le lauréat se dit honoré de bénéficier d'un tel don. C'est un sentiment d'abord de fierté d'avoir gagné Variétoscope 2022, sentiment de contentement parce que c'est d'abord le district autonome du Woroba qui est mis en exergue au travers de Nouvelle Vision du Woroba, mais aussi surtout au travers du ministre-gouverneur Moussa Dosso qui lui-même est un homme de culture. Le ministre a voulu que ce soit un centre de santé, tout simplement pour faire corps avec le don de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui offre une ambulance. Le directeur général de la LONASI assure que la pose de la première pierre du centre de santé se fera dans les semaines à venir. Les experts de la culture, les décideurs et les partenaires au développement ont repensé la politique culturelle du monde. C'est la fin du Mondial Culte 2022 à Mexico. L'UNESCO a permis d'élaborer une feuille de route commune pour promouvoir et valoriser la culture dans toute sa diversité. Ils ont évoqué la nécessité de mobiliser les moyens financiers pour permettre aux jeunes de s'orienter et investir dans le domaine de la culture. Mamadou Kwasi.
Le rideau est tombé sur la 2e édition du Mondiaculte, la conférence mondiale de l'UNESCO sur la politique culturelle et le développement durable. Les propositions des différentes parties ont permis à l'UNESCO de prendre des engagements, dont celui d'établir un dialogue politique mondial dans le domaine de la culture, tout en s'appuyant sur son mandat et son expertise pour favoriser la coopération et l'action multilatérale. En clair, une feuille de route commune a été établie pour permettre de relever tous les défis mondiaux et les priorités immédiates et futures d'ici à 2030. D'où la satisfaction des participants. La culture aujourd'hui est gérée par la génération la plus jeune, notamment la musique, le cinéma et même le digital. Voilà, donc beaucoup de décisions ont été prises pour la jeunesse et nous encourageons cela parce que c'est le futur de l'Afrique. Toutes les préoccupations relatives aux acteurs, aux professionnels et à tous ceux qui œuvrent dans la chaîne de valeur de la culture ont été prises en compte, notamment la prise de conscience que la culture est au centre de tout, qu'elle est au centre de l'humanité, qu'elle peut, à travers les valeurs qu'elle porte, permettre la cohésion sociale, la paix, mais surtout qu'elle permet de créer des emplois et qu'elle permet aussi de contribuer de manière significative à l'économie de nos pays. Rendez-vous a été pris pour 2026, pour la 3e édition. 4 ans pour mettre en œuvre ce qui était arrêté ici à Mexico. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h demain, 20h. Retrouvez Marie-Laure Goran. On se quitte avec ce que dit le Sage ce soir. Quand la maison du mouton pue, ce n'est pas au cochon de le dire.